Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo improvisée sur la façon de porter des hommes et des femmes, la façon de porter les enfants particulièrement, et surtout la façon de porter les enfants des femmes qui est bien différente de celle des hommes, et montrer que cette façon de porter les enfants qui a été en fin de compte transformée par l'acquisition de la bipédie en savane, a complètement changé la structure sociale du groupe humain, donc de l'humanité devenue bipède. Et comment cette façon de porter les enfants a transformé les femmes et l'humanité au passage. Donc c'est un sujet qui peut paraître un peu anodin, mais vous allez voir que le fait d'être bipède et de ne plus pouvoir porter les enfants classiquement sur le dos, comme faisaient visiblement nos ancêtres de forêt, a posé d'énormes problèmes aux femmes et les a complètement restructurées physiquement. Alors, il n'y a pas que ça, mais ça fait partie d'un ensemble, et ça a joué dans la restructuration de la femme, par sélection naturelle des femmes les mieux adaptées à porter les enfants, mais ça a aussi transformé nos esprits et nos rôles dans la société humaine. Alors, bien sûr, j'utilise une petite palette, vous savez comment je fais des fois, donc je vais vous montrer ça. Il faut voir que nos ancêtres avaient une façon de porter qui était assez proche de celle des gorilles que l'on peut voir ici. Je ne fais pas d'intégration d'images dans une vidéo, je préfère faire les vidéos d'un coup. Vous voyez, nos ancêtres, donc quadrupèdes, se levant des fois à deux pattes, avaient une façon très simple, surtout les femelles, de transporter leurs petits. Donc elles pouvaient les mettre sur leur dos, comme encore cette femelle gorille que l'on voit dans un zoo. Il y a plein de photos, on peut voir ça. Et les petits montent sur les mamans qui peuvent vaquer à leurs occupations, aller chercher de la nourriture pour les petits, et en même temps le petit accroché dans ses poils sur ce dos est très stable, et la mère peut à quatre pattes très vite fuir s'il y a un prédateur pour se réfugier dans les arbres. Comme elle est en forêt, il y a beaucoup d'arbres, donc ça ne pose pas de problème. Là, on voit une femelle chimpanzé avec son petit sur le dos accroché. On voit que ça ne gêne pas la bipédie la déplacement, la quadripédie, et que la femelle peut se déplacer, vaquer à ses occupations, aller chercher sa nourriture avec le petit sur le dos, prêt à courir pour se réfugier dans les arbres en cas de danger, en cas de panthère. Moins de lions en forêt, mais plus de panthères, donc les risques sont moindres. Alors, on voit aussi une femelle chimpanzé ici, qui court d'ailleurs, qui va à une certaine vitesse, avec un petit d'un certain âge, pas un nouveau-né, qui est accroché. Et puis on en voit encore une autre, j'aime bien les montrer toutes, ça encore une chimpanzé. Les gorilles ont moins de risques, il y a moins de problèmes, on voit bien l'accrochement du petit dans les poils. Voilà, alors, le volume, voilà, on peut voir qu'ils peuvent même en porter deux des fois, donc c'est une façon de porter qui est assez efficace. C'est bizarre que j'ai ce volume qui est descendu. Donc voilà, et on peut même grimper avec le petit sur le dos, comme on peut le voir sur cette image. Donc ça a un avantage, c'est que la femelle peut continuer à aller chercher de la nourriture et ne dépend pas des mâles, car sa quadripédie lui permet de porter les petits et de fuir très rapidement en courant avec son petit sur le dos. Bien sûr, le passage à la bipédie qui s'est fait en savane, je l'avais expliqué que la bipédie était culturelle dans un premier temps, dans un groupe. Vous n'avez qu'à revoir mes vidéos, c'est une de mes grandes découvertes scientifiques. Donc, les femelles se sont retrouvées, nos ancêtres, avec ce problème bipède en savane. Alors, ça apporte un énorme avantage pour les hommes, puisque la bipédie est plus économique, et ça permet aux mâles, nos ancêtres, évidemment des australopithèques comme on les nomme, mais les noms ont peu d'importance, c'est surtout les formes qui varient avec le temps. L'évolution, ce sont les hommes qui donnent des nous, humains, homo sapiens,
Homo sapiens scientificus, qui donnons des noms à nos ancêtres. Mais il faut savoir que tout ça est une évolution continue. Il y a rarement de spéciation tranchée. Hein. Évidemment, il y a des accélérations quand il y a des changements de milieu, mais en général, les transitions se font, on va dire, relativement lentement. En tout cas, elles se voient difficilement. Alors, elles s'accélèrent rapidement quand il y a un changement de milieu, mais ça reste quand même la même espèce. Donc, on peut voir que quand il y a eu passage en savane, nos ancêtres avaient adopté suffisamment cette bipédie en forêt, et les hommes les mâles n'étaient pas gênés, puisqu'ils étaient plus économes, ils pouvaient parcourir beaucoup de kilomètres, parce que parcourir des kilomètres en quadripédie, comme un chimpanzé en gorille, c'est peu efficace. Donc ils pouvaient aller chercher de la nourriture sur de longues distances, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'arbres, ils étaient frugivores, donc ils ont dû devenir plus, on va dire, omnivores opportunistes, c'est-à-dire qu'ils, par leur bipédie, ils pouvaient voir au loin, hein, et ils pouvaient aller chercher de la nourriture pour la ramener éventuellement aux femelles. Donc les mâles pouvaient partir à la conquête du monde, hein, laissant les femelles près des arbres, parce que les femelles avaient cet énorme problème avec un petit dans les bras, dans de vastes savanes herbeuses, d'être les proies principales des prédateurs. Donc les femelles étaient condamnées à ne pas trop s'éloigner des arbres et des points d'eau, en général des arbres près des points d'eau, pour survivre, avec leur bébé dans les bras, puisqu'elles étaient bipèdes, elles ne pouvaient plus le porter sur le dos, puisque le bébé serait tombé. Donc elles étaient condamnées à rester près des arbres, bébé dans les bras, hein, ne pouvant pas courir rapidement, hein, pouvant marcher longtemps effectivement comme les hommes, mais ne pouvant pas s'éloigner des arbres à cause de ce bébé à croissance lente dans les bras qui demande beaucoup d'attention et qu'on ne peut pas poser, on n'a pas abandonné un bébé au sol, puisqu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Les fauves vont arriver et vont le manger. Donc en général, on ne peut même pas le mettre sur le dos, donc on l'a tout le temps avec soi. Et les hommes, eux, peuvent aller chercher de la nourriture avec des bâtons dans les mains, ce qui en fait des prédateurs dangereux, hein. On va dire pas des prédateurs dangereux, mais des proies dangereuses pour les prédateurs, et deviennent progressivement des petits prédateurs et des super prédateurs au cours de l'évolution humaine. Mais là où il y a eu un problème, c'est que les femmes, à cause de cette station bipède, ne pouvaient plus porter le bébé sur le dos et qu'elles étaient obligées de le porter dans les bras. Alors, nous voyons bien sûr les femmes actuelles porter les bébés d'une certaine façon, hein, quand elles n'ont pas on va dire leurs espèces de sacs kangourous ou le textile qui a été inventé pour porter les bébés. Pendant des centaines de milliers d'années, l'humanité a vécu sans textile et même sans peau. À ses débuts, hein, au début de la bipédie, il n'y avait pas de peau, hein, on était nus et on chassait, on avait des outils, on mangeait, on cassait des crânes après que les prédateurs soient arrivés avec des bâtons, des cailloux, parce qu'on était déjà en forêt, on était habitué à casser des noix, donc on savait où aller chercher l'énergie dans des coques, hein, donc dans les noix, mais aussi dans les crânes laissés par les prédateurs, hein, par les tigres, dents de sabre, ou les lions, ou les hyènes qui n'arrivaient pas, avec leurs mâchoires, à casser les crânes. Alors les hommes pouvaient aller se nourrir, mais rapportaient de l'énergie aux femelles, de la nourriture aux femelles, qui étaient condamnées à rester près des arbres. Alors je vous montre encore les images. Hein. Donc on voit les femmes humaines porter des bébés. Hein. J'ai pris quelques images. Très belle image d'une femme, d'une maman. Hein. Et on voit comment les mamans portent... j'enlève ça, portent les petits, hein, et ben elle, alors là, c'est pas celle-là, ça c'est une maman qui porte avec un sac, l'original, alors on voit les mamans ici, hein, on voit que les mamans portent les petits au niveau des hanches, hein, tout simplement. Là, donc la maman met le petit sur la hanche, puisque la hanche est relativement élargie, puisqu'elle doit faire passer un petit avec un gros cerveau, hein, pas encore formé, mais relativement volumineux. Donc son bassin est assez large et elle peut donc faire reposer son petit sur les hanches. Et on voit bien dans ce dessin que j'avais fait, hein, ici, voilà, hein, le dessin tiré de mon livre, le guide, celui-là c'est l'anatomie, c'est un livre pour les femmes que j'avais fait. Donc on voit la différence bassin d'homme, bassin de femme. Le bassin de femme plus élargi,
enfin non pas forcément beaucoup plus gros, mais plus élargi pour laisser passer un petit, hein, avec un cerveau un peu plus gros, et l'homme, on voit que le détroit inférieur de l'homme est beaucoup plus étroit, hein, et qu'un crâne de bébé aurait du mal à passer, alors qu'une femme, c'est beaucoup plus large, avec un bassin plus large, moins haut et plus large, pour laisser passer le crâne d'un enfant. Donc ce qui permet aussi d'avoir une encelure ici, hein, d'avoir une hanche bien développée, ce que les hommes aiment, puisque une hanche bien développée fait qu'elle est due à un espace plus important, donc à la possibilité de mieux enfanter. C'est pour ça que nous, les hommes, aimons les femmes à taille fine, avec les hanches marquées. Taille fine, pourquoi? C'est-à-dire qu'elle n'a pas de graisse dans le ventre, comme les hommes qui ont cette réserve énergétique près du ventre, pour pouvoir l'utiliser en permanence dans la chasse et la conquête du monde, hein, cette énergie qui est stockée dans les viscères. Mais la femme n'a pas de graisse ici, elle l'a sur les fesses, parce que son ventre va être rempli d'un bébé à un certain moment, donc on ne peut pas stocker du gras et du bébé dans le ventre. Hein, donc elle a de la réserve sur les graisses qui servira à nourrir le bébé, et un bassin plus large qui lui permet de porter son petit. Mais voilà, le problème, c'est que nos ancêtres australopithèques, nos premiers ancêtres bipèdes, n'avaient pas cette conformation de bassin très marquée pour les femmes, qui peuvent, chez les femmes humaines modernes, hein, porter leur petit sur le bassin, comme on peut le voir sur ces statues, hein, du Moyen-Âge, une vierge à l'enfant, hein, mais cette vierge à l'enfant n'en demeure pas moins une femme avec la possibilité de porter un petit sur son bassin qui est fait pour pouvoir laisser passer un bébé de taille importante. Donc on voit ici, hein, une femme, alors on voit ce déhanché féminin, hein, pour porter le petit quand elle se déplace. Hein. Alors que un homme, alors là on a Saint-Antoine, hein, Saint-Antoine ne porte pas du tout les bébés de la même façon, hein, parce que c'est un homme, il ne va pas le porter sur son bassin, il aurait visiblement un bassin de femme et des problèmes hormonaux, hein, il serait peut-être un peu efféminé, et qui sait, avec des problèmes hormonaux qui auraient peut-être pu lui déclencher une homosexualité, ce qui n'est pas un défaut, hein, mais ce qui est souvent d'une cause hormonale, alors pas forcément génétique. Allez voir les travaux du docteur Balthazar, c'est excellent. Alors on voit ici un Saint-Antoine, sûrement d'un dessin italien, avec une tête un peu efféminée, portant le bébé dans les bras, à bout de biceps, hein, et le bébé ne pouvant pas reposer sur la taille de Saint-Antoine, puisque Saint-Antoine est un homme, et l'homme a une taille peu marquée, hein, il a un buste puissant, il ne peut pas faire porter son bébé comme ça sur les hanches. C'est pour ça que quand on voit un homme porter un bébé, en général, il le porte un peu comme Saint-Antoine, mais la plupart du temps, il va le porter comme Saint-Christophe sur les épaules, hein, parce que c'est plus facile pour lui, il ne peut pas reposer sur ses hanches. Hein, on voit un vieux dessin de Saint-Christophe. Hein. On verra rarement une femme porter un bébé comme ça, pas parce qu'elle est moins forte, parce que le fait de mettre le bébé sur la hanche, avec cette encelure de la hanche, hein, c'est une selle qui permet de poser les petits enfants et de les transporter facilement. Hein. Alors on peut en voir un autre, tiens, là, voilà c'est le petit Jésus, hein, qui est sur Saint-Christophe, hein, il est sur ses épaules, il est bien le patron des voyageurs. Hein. On en voit un autre de Jérôme Bosch, je crois, un beau peintre flamand, qui a peint des choses formidables. Et puis là, on voit papa dans une publicité avec son petit sur l'épaule, et ils vendent bien sûr des sièges spéciaux pour pouvoir porter les petits comme les hommes peuvent le porter. On verra rarement un homme porter les petits au niveau de la taille, ça leur pose beaucoup de problèmes. Je me souviens de m'être fait engueuler par la mère de mon fils, qui se moquait de moi en disant: tu es musclé comme ça avec tes gros biceps, hein, et tu es incapable de porter un enfant. J'ai dû lui expliquer, mais elle n'a pas bien compris, que j'étais un homme et que je n'avais pas son bassin développé de belles femmes allemandes du Nord, et elle avait du mal à comprendre cela. On voit bien ici même une mannequin qui n'a pas dû avoir un bébé, c'est une publicité, bien qu'elle soit maigre, ses hanches larges de génitrice peuvent porter un enfant d'un certain âge, alors qu'un homme aura beaucoup plus de mal. Et là, on voit une belle sud-américaine, je pense, je ne sais pas, sûrement, peut-être une française, je ne sais pas, avec un petit enfant, et on voit une vraie femme, hein, avec ses réserves de graisse, hein, et qui porte son petit sur les hanches,
avec peu d'efforts sur les biceps, alors que les hommes auront du mal à porter le bébé. C'est pour ça que les femmes portent les bébés, se promènent avec, hein, alors que les hommes les portent sur les épaules, mais ce n'est pas leur fonction principale. Et quand on a un bébé sur les épaules, on a du mal à s'occuper des choses à côté, alors que quand on porte un bébé à la taille, on peut encore utiliser l'autre main. Donc voilà. Alors, c'était pour arriver au problème de nos ancêtres, pour vous montrer qu'il y a eu une accélération de l'évolution très rapide à cause de cette morphologie qui empêchait les femmes de s'éloigner à cause du portage du bébé qui n'était plus sur le dos comme nos ancêtres. Et on peut voir que les femelles australopithèques, alors là je m'étais amusé à faire un dessin, alors je vais essayer de vous le montrer si j'arrive à ouvrir mon ordinateur. Voilà. Alors j'avais fait un dessin montrant la différence entre des, je ne sais pas si vous le percevez bien, là c'est une femelle australopithèque, hein, si vous voyez bien. Elle a un bassin beaucoup plus large, avec un bassin en forme un buste beaucoup plus large, et bien qu'elle ait le bassin assez large en haut, parce qu'elle commençait à coucher des bébés un peu plus gros, on voit que sa taille est peu marquée, car elle a encore la capacité de monter aux arbres pour se réfugier aux arbres. Donc elle a une grande cage thoracique en entonnoir avec de gros muscles dorsaux, une taille, une cage thoracique qui vient très près, comme la cage des singes. Hein. Elle se tourne elle est peu mobile latéralement, hein, très fixe, mais un bassin qui commence à être large, avec la possibilité de très bien marcher, mais sans grande rotation du buste, puisqu'elle continue à grimper dans les arbres. Et le problème, c'est que, comme elle grimpe dans les arbres, elle n'a pas cette démarcation du bassin qui permet de faire une encelure et de poser bébé. Donc, les australopithèques femelles, hein, comme on voit ici sur le dessin que j'ai fait, voilà, on le voit bien, hein, par rapport à une femme en bas, les australopithèques femelles n'avaient pas de bassin marqué, donc c'était très très dur pour elles de porter bébé et de s'éloigner même des arbres, hein, parce qu'à ce moment-là, si elles voulaient courir, d'ailleurs elles ne couraient pas très vite, elles marchaient plutôt rapidement, mais la course est venue après. Elles avaient une course qui n'était pas très efficace, puisque le fessier n'était pas encore très développé, ils pouvaient marcher des kilomètres des mâles. Donc elles pouvaient encore moins bien porter bébé, donc elles étaient vraiment condamnées à rester près des arbres, et c'est là que la structure sociale humaine s'est développée, s'est bâtie, avec les femmes ne pouvant pas, à cause de leur structure bipède, s'éloigner des arbres et leur façon de porter qui était pour elles incapacitante, hein, dans la possibilité d'aller chercher de la nourriture, puisqu'elle était autant avec un petit dans les bras qu'elle ne pouvait pas avoir sur le dos, et en plus qui tombait puisqu'elle n'avait pas cette hanche marquée. Nos premiers ancêtres bipèdes n'avaient pas encore cette hanche marquée, puisqu'elle continuait à grimper dans les arbres, donc elle pouvait mieux se réfugier dans les arbres, mais elle ne pouvait pas marcher avec bébé, les obligeant à rester vraiment confinés dans les quelques zones de savane arborée, dans les régions où il y avait des arbres, tout simplement. Et là, c'était les mâles qui allaient tout simplement à la conquête du monde, avec leurs bâtons dans les mains, chercher de la nourriture pour eux, mais qu'ils rapportaient et qu'ils donnaient aux femmes, bien sûr, en échange d'attention, de caresses, de gentillesse et de sexualité. Hein. C'était le début de sexe contre nourriture, ce que les féministes appellent la domination des mâles, hein, les femmes confinées au rôle de gardiennes d'enfants, les hommes ayant cette fonction de conquérants du monde et de dominateurs, hein, la politique, le territoire. Non, c'était pas qu'il y avait les hommes qui voulaient faire ça, c'était la seule possibilité pour l'humanité de survivre à cause de cette morphologie typique de bipédie, hein, qui force les femelles à porter nos femmes, les enfants sur le bassin, hein, dans les bras, des kilomètres, ça serait trop fatigant. Mais en plus, chez les australopithèques, c'est une véritable difficulté de porter debout, elles étaient obligées parce que le bébé tombe, parce qu'il n'y a pas ce décrochement au niveau du bassin. Donc, sexe contre nourriture pour survivre, car la femelle, la femme bipède, les premières femmes bipèdes ne peuvent plus se nourrir seules, et en échange, sexe contre nourriture. Du coup, disparition des périodes d'oestrus, c'est-à-dire des périodes où les femmes montrent leur fertilité, hein. En général, chez les chimpanzés, le cul rougit,
hein, et les attitudes des femelles est particulière, elles sont plus réceptives. Chez nos femelles humaines, la perte d'oestrus était fondamentale pour pouvoir être nourri en permanence, puisque l'homme ne sachant plus quand la femelle était disponible, alors bien sûr c'est instinctif à cette époque, hein, donc il n'y a plus de signe extérieur de fertilité, donc l'homme, le mâle, pour transmettre la vie, est obligé d'être en permanence attiré par les femelles, hein. Alors ça se fait d'une façon, on va dire, automatique, il n'y a pas de conscientisation de cette attitude, hein, mais c'est les hommes qui avaient envie de baiser tout le temps, et les femmes qui n'avaient plus de perte d'oestrus, qui ont le mieux transmis leur gène. Et c'est ainsi qu'on est arrivé avec cette espèce si particulière, hein, où on a une sexualité qui n'est pas basée, comme chez les chiens ou les chimpanzés, sur des périodes bien particulières, hein, où la femme, la perte d'oestrus, où la femelle attire le mâle et montre sa réceptivité quand elle ovule, hein, quand elle a la possibilité d'être fécondée. Hein. Non, elle va montrer chez l'homme sa réceptivité, elle va feindre la réceptivité pour tout simplement échanger sexe ou attention contre nourriture, ce qui permet à la femme la mieux nourrie de mieux nourrir elle-même par son sein son petit et de mieux survivre, avoir les chances d'engendrer une lignée, on va dire, d'engendrer des petits, hein, une descendance plus résistante et plus nombreux. Donc on peut s'apercevoir que tout ça est enclenché par la bipédie et que cette bipédie a posé d'énormes problèmes aux femelles qui ont compensé justement cette incapacité de se nourrir, hein, elles-mêmes à cause du terrain et de la façon de porter les bébés, par une structure sociale où c'est l'homme qui va chercher la nourriture et c'est la femme qui récupère la nourriture en échange d'attention, hein, et l'homme justement va générer cette dépendance affective à la femme, qui le force à aller à la conquête du monde pour lui rapporter de l'énergie, hein, de l'énergie à la femme qui permettra à la femme de nourrir ses petits et à l'homme de baiser et de transmettre la vie. Bien sûr, il baise bien moins souvent qu'il ne peut transmettre la vie, mais il nourrit bien plus souvent la femme que celle-ci est engrossée. Hein. Tout ça est une histoire de survie. Donc quand les féministes expliquent qu'il y a domination des hommes, il n'y a absolument aucune domination des hommes, il y a simplement un système mis en place par la nature, enclenché par la bipédie et le changement de milieu, ce passage en savane et cette bipédie, qui a obligé les femmes à porter les petits d'une certaine façon, hein, et les hommes à aller chercher de la nourriture. Alors les hommes sont bien moins capables de porter les enfants, comme je vous l'ai montré, hein. C'est beaucoup plus dur pour eux, hein. Même un gros costaud comme moi se fatigue. Un gros, je ne suis pas très gros, mais bon, on va dire que je suis costaud et j'ai des biceps, hein, quand même, vous voyez bien, je suis quand même un peu musclé, hein, je le montre, hein, j'aime bien. Donc j'ai quand même des biceps. Bah, ces biceps sont bien moins efficaces que les hanches de mes amis, hein, de la mère de mon fils ou de mes ex. Hein. Quand j'ai vu mes ex après qu'il y avait des bébés, je me baladais avec, je dis bonjour à Elena. Elena, je te voyais traverser Paris avec un bébé posé sur les hanches puisque tu avais marché et j'étais en admiration puisque moi, le bébé, n'importe quel bébé aurait glissé et le porter dans les bras m'aurait épuisé. Je ne peux que le porter sur mes épaules, comme Saint Christophe. Hein. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer pourquoi l'homme ne peut pas porter un bébé comme une femme, hein. Morphologie qui n'est pas faite pour ça, bassin moins large, et pourquoi nos ancêtres ont eu ce problème de dépendance. Et on voit que toute la société a basculé à ce moment-là à cause de cette bipédie et de cette transformation morphologique, hein, pour pouvoir se déplacer et accoucher des bébés à croissance lente, dont le cerveau assez gros, hein, était la principale arme pour pouvoir maîtriser le monde et conquérir l'univers. Donc voilà, une petite vidéo. Est-ce que je crois que j'avais fait un petit texte que j'avais mis. Alors est-ce que j'ai d'autres vidéos, hein, d'autres photos? Non, je vous ai montré à peu près toutes les photos, c'est intéressant. Est-ce que j'ai d'autres Saint-Christophe? Je crois que j'avais trouvé un Saint-Christophe, je ne le retrouve plus. Un Saint-Christophe avec un bébé sur les... Ah voilà, celui-là je l'aime bien parce que c'est vraiment un Saint-Christophe classique, hein, avec vraiment un enfant porté
comme porte virilement un homme, l'homme ne pouvant pas porter l'enfant sur la taille à cet endroit-là. Et vouloir faire porter les enfants aux hommes de cette façon, ça a un côté un peu ridicule, puisque nous n'avons pas ce bassin féminin qui fait que l'enfant peut se mettre en selle sur le bassin de la femme, et en plus écarter bien les jambes pour lui mettre les jambes dans une bonne position. L'enfant est même très souple des hanches. Hein. C'est une position une structure de l'enfant très souple des hanches qui s'est en vérité maintenue pour pouvoir être tenue par une maman qui prend son bébé, qui le nourrit au sein et qui peut se promener avec cet enfant qui a bien sûr les jambes écartées sur lui, sur elle. Donc on voit que le monde est merveilleux. Alors voilà, est-ce que je vais passer sur Facebook? Je fais un petit texte. Oh, petit texte pour les féministes. Est-ce que je le retrouve, ce petit texte que je vais vous lire? Parce que il y avait une féministe qui avait la nouvelle mode. Je ferai peut-être une vidéo quand je reviendrai d'Allemagne qui avait expliqué que le féminisme, que les hommes avaient dominé les femmes et les avaient privées de nourriture. C'est pour ça que les femmes étaient plus petites et que les hommes exagéraient. J'ai plusieurs fois expliqué qu'il y avait un gros problème. Hein. J'ai fait un petit texte pour les féministes. Alors, une étude interdisciplinaire récente suggère que l'écart de taille entre hommes et les femmes, de 6 à 18 cm en moyenne suivant les populations, aurait pour origine l'appropriation de la meilleure nourriture par les mâles aux dépens des femelles chez Homo sapiens depuis la nuit des temps. Spécialiste de l'anthropologie évolutive, la chercheuse Priscilla Touraille montre que le dimorphisme sexuel de stature n'est pas une adaptation positive du point de vue de la sélection naturelle. Elle estime que ce sont les femmes qui devraient être plus grandes, voire devraient être aussi plus grandes, voire aussi plus grandes que les hommes. Une remise en question de la pensée commune. Alors, bien sûr, c'est du délire total, parce que, bien sûr, la nature élimine d'office ce qui n'est pas efficace. Et si les femmes sont plus petites, c'est tout simplement, et les hommes plus grands, depuis des centaines de milliers d'années, c'est que le système est efficace, autrement la nature l'aurait éliminé, la nature ne cherchant qu'à ce que la vie perdure, hein, c'est le but. Hein. Donc j'avais fait un petit texte en réponse hein, pour que vous l'écoutiez, hein, pour mettre les féministes en PLS, bien sûr, les féministes idiotes, parce qu'il y a des féministes qui ont une cause juste, hein, mais là c'est du féminisme stupide, on va dire c'est l'équivalent du salafisme féminisme. Alors j'avais fait un petit texte, alors j'ai dit tout système qui se conserve plusieurs générations, qu'il soit biologique ou culturel, est obligatoirement positif pour la survie du groupe, car la nature élimine sans pitié l'inefficace et le négatif. Donc si les femmes ont eu une certaine place dans la société et les hommes une autre, et si injuste que puisse paraître aux yeux de certaines cette structure sociale, il n'en demeure pas moins que si elle s'est conservée des centaines de milliers d'années dans les sociétés humaines, c'est qu'elle était efficace pour la survie de l'humanité. La nature se moque du droit des femmes ou de la suprématie des hommes. Le principal, c'est que le système permette la survie de l'espèce et son expansion. Donc il ne faut pas voir une domination des hommes. Hein, la nature, l'évolution n'a rien à foutre de la domination des hommes. Hein, elle n'est pas non plus choquée par, je sais pas moi, la domination des hommes, que sa suprématie. Hein, elle s'en fout. Le principal, c'est que le système fonctionne et que la vie perdure. Alors évidemment, si les hommes sont plus développés et les femmes moins développées, c'est que les femmes devaient prendre la nourriture qu'on leur rapportait, et en partie celle qu'elles trouvaient dans un espace plus confiné, donc elles étaient assez limitées, hein, et elles devaient le redonner aux petits, et comme elles n'allaient pas faire des kilomètres pour aller chercher de la nourriture, elles n'avaient pas besoin d'être musculaires et massives, le muscle consommant de l'énergie, hein, la femme avait tout intérêt à être hyper économique, donc un peu rachot, un peu maigrichonne, avec un bassin marqué, pas de graisse dans le ventre, mais sur les fesses, donc un petit format économique, hein, plus économique qu'un grand format qui consomme beaucoup. Alors il y a des grands formats dans certains pays du Nord qui sont suralimentés depuis des millénaires, on va dire des dizaines de siècles, hein, mais
grossièrement, les hommes, eux, avaient besoin d'un gros moteur pour aller à la conquête du monde et aller chercher de la nourriture et en rapporter à la femme qui, elle, avait besoin d'être le plus économique possible pour ne pas dépenser d'énergie pour elle, hein, pour en dépenser un minimum pour elle. La femme fonctionne à l'économie, hein, elle est grassouillette, un peu grasse, elle est un peu maigrichonne par rapport à l'homme, tout ça pour éviter de consommer trop, pour redonner à ses enfants, tout simplement, hein, l'énergie qu'elle prendra dans son terrain autour d'elle limité, puisqu'elle est cueilleuse aussi, elle est un peu chasseuse, mais bien moins efficace que l'homme, parce que moins bâti. Mais ce côté moins bâti lui permet d'être beaucoup plus économique. C'est comme une lampe LED, hein, ça fonctionne lentement et ça consomme peu. Hein, c'est ça la femme. Alors que l'homme, lui, consomme beaucoup, mais il consomme beaucoup pour aller chercher, hein, sur de longues distances, il consomme beaucoup, il a besoin d'être costaud pour aller à la conquête du monde, et en même temps, il a besoin d'avoir des gros muscles, donc il consomme déjà plus pour aller chercher l'énergie. C'est pour ça que l'homme est plus gros et mange plus, et puis l'homme ne va pas se priver en général. L'homme redonne peu, donne toujours, mais conserve toujours pour lui. Hein. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il doit repartir à la conquête du monde. Donc l'homme est toujours généreux par obligation. L'obligation de donner à la femme en général pour l'homme, c'est l'envie pour lui de baiser la femme et son attachement affectif à cette femme qui est en fin de compte une drogue. La femme est la drogue de l'homme, hein, qui le force à aller à la conquête du monde, lui rapporter des joyaux. En vérité, c'était lui rapporter l'énergie qui est maintenant symbolisée par l'argent, la quête du pouvoir, qui est en vérité une façon à l'homme de montrer qu'il a la capacité de ramener l'énergie. Et ça, c'est dans sa tête depuis sa rentrée en savane, bien sûr. Et la femme, elle est économique, et elle, quand elle reçoit de l'homme, elle est beaucoup moins égoïste, puisqu'elle repartage et redonne à ses enfants, en redonnant un peu à son homme quand elle cuisine, alors que l'homme, lui, il va donner à sa famille, parce qu'il est drogué à sa femme et affectivement attaché, alors que la femme est affectivement, alors il y a tout, on retrouve tout dans la nature, mais affectivement attachée à ses enfants, puisqu'elle est organiquement, c'est elle qui les met au monde, hein, elle les sent comme une partie d'elle-même, elle va redonner cette énergie à ses petits, et elle est capable de redonner tout, elle ne calcule pas, elle le donne avec parcimonie, mais avec égalité, alors que l'homme, lui, va tout le temps garder plus pour lui, parce qu'instinctivement, il a peur, il a besoin de donner, il est attaché à la femme, il est attaché sexuellement et affectivement, mais il a besoin de conserver, hein, il paraît égoïste, parce qu'il doit repartir à la conquête du monde pour redonner de l'énergie, il est tout le temps dans ce besoin, je donne, mais je conserve, je donne, mais je conserve, pour aller chercher, alors que la femme, je prends, et je redonne à ma famille, vous voyez? Deux mentalités différentes qui fait que des fois les hommes et les femmes ne se comprennent pas, que les femmes trouvent les hommes égoïstes, que les femmes peuvent se séparer beaucoup plus facilement d'un homme puisqu'elles n'ont pas cet attachement affectif, et que les hommes sont affectivement attachés aux femmes, hein, et ont besoin de conquérir le monde et de se battre pour se gorger d'énergie et rapporter cette énergie à la femme pour pouvoir se reproduire et pour pouvoir nourrir la femme et les enfants, mais ils deviennent des dépendants affectifs. C'est pour ça que quand une femme quitte un homme, elle peut aller retrouver un autre, elle n'a pas cet attachement. Hein. L'homme, pour elle, elle a du respect, elle a de l'amour, bien sûr, mais on va dire que génétiquement, au fin fond d'elle, l'homme est une source énergétique, alors que pour la femme, pour l'homme, la femme est surtout un attachement affectif, sentimental, et un besoin sexuel incontrôlable souvent. Donc c'est pour ça qu'il va se gorger l'énergie, qu'ils vont se battre entre eux, qu'il va à la conquête du monde pour redonner l'énergie à la femme. La nature l'a pourvu de cette mentalité de gros neuneux affectivement attaché et sexuellement dépendant, prêt à tout pour avoir les femmes. Donc, en fin de compte, c'est prêt à tout pour nourrir les femmes. Voilà, petite vidéo de l'anatomie, de la sociologie, avec un peu tout. Je les improvise, j'en ai rien à foutre, hein. Je parle comme ça, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, et que vous comprenez que nous sommes les enfants du milieu, nous sommes formatés par le monde qui nous entoure, mais nous formatons aussi le monde qui à son tour nous reforme. Nous ne formons qu'un avec l'univers, et il est intéressant de comprendre le pourquoi du comment nous pensons de cette façon. Alors vous les garçons qui me regardez, quand vous chialez parce qu'une nana vous quitte, c'est tout simplement parce que vous êtes programmé pour être attaché effectivement à ces femmes,
hein, à cette femme qui vous manque, vous lui avez tout donné. On s'en fout de ce que vous leur avez donné, vous êtes programmé pour leur donner et les nourrir. Il en va de la survie de l'humanité. Et bien sûr, vous calculez ce que vous donnez tout le temps aux femmes, parce qu'il faut qu'il vous en reste pour en fin de compte aller à la conquête du monde. Vous êtes égoïstes, hein, les femmes qui m'écoutez. Oui, les hommes sont égoïstes, parce qu'ils doivent garder de l'énergie pour retourner à la conquête du monde. Bien sûr, maintenant le temps a changé, les temps ont changé, les femmes travaillent, les femmes maintenant vont prendre de l'énergie et l'État, hein, les associations s'occupent de garder les enfants la journée, mais sachez que c'est très récent. Pendant des millénaires, des centaines de milliers d'années, c'est les femmes qui gardaient les enfants en permanence à la maison et sachez qu'elles vivaient moins longtemps que les hommes parce qu'elles faisaient passer leur vie à faire des enfants, les porter, les éduquer, les nourrir avec ce que rapportaient les parents. Et c'était une vie de femme, hein, qui passait au métier de mère, alors que l'homme était un chasseur qui retournait donner la nourriture, protégeait le territoire, souvent des autres hommes, hein, et qui vivait souvent plus longtemps que les femmes quand ils ne mouraient pas au combat ou plutôt d'un accident. Voilà, petite vidéo qui, j'espère, vous fera comprendre l'humanité, nos différences, et qui vous fera, vous les femmes, aimer les hommes avec ce que vous pensez être leurs défauts, et vous les hommes, aimer les femmes avec ce que vous pensez être des défauts. Hein. Si les femmes vous quittent sans problème, c'est que vous n'êtes pas, et qu'elles ne sont pas attachées affectivement à vous, elles sont faites pour être attachées affectivement à leurs enfants, et les nourrir et être capables de mourir pour leurs enfants, et vous êtes essentiellement leur source de nourriture, hein. C'est celui sur qui elle prendra l'énergie en offrant sa tendresse, sa gentillesse et son attention. Voilà, petite vidéo pour vous montrer que nous ne sommes pas grand-chose, mais le fait de le savoir et de l'exprimer par le verbe fait que nous sommes géants dans l'esprit. À bientôt, c'était Fred Delavier.